et bienvenue dans ce podcast dédié au cinéma et à l'audiovisuel. Nous sommes Tom et Laure, deux étudiants en cinéma à l'Université de Strasbourg. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la coproduction. En effet, à l'occasion de la fin du master de coproduction internationale de l'Université de Strasbourg, nous aimerions aujourd'hui mettre en avant cet aspect de la production de films, de séries ou de documentaires. En nous appuyant de tous les cours que nous avons reçus pendant ces 2 belles années à la Faculté des Arts, nous allons tenter de vous présenter et de vous expliquer tous les enjeux qui entourent la production et surtout la coproduction. Premièrement, nous allons essayer de vous présenter un petit peu l'écosystème cinématographique ainsi que les différents métiers. Ah, le cinéma, c'est un domaine artistique qui fascine mais qui peut aussi demeurer mystérieux. En effet, c'est un système très particulier où l'on retrouve une palette de métiers très différents, mais tous unis par une même passion. On se rappelle de la fameuse phrase du ministre de la Culture André Malraux, prononcée en 1946 « Par ailleurs, le cinéma est une industrie ». Ainsi, l'industrie cinématographique peut être divisée en plusieurs domaines, la production, la réalisation, la distribution et l'exploitation. Tous ces domaines travaillent ensemble pour permettre à un film d'être vu par son public, car le public tient une place également très importante dans cet incroyable écosystème. Aujourd'hui, les métiers du cinéma font travailler environ 207 600 personnes en France, pour une fréquentation de 190 millions de spectateurs en salle en 2023. Alors, qu'est-ce qui distingue tous ces domaines ? Nous allons tenter de vous résumer tout ça. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Moteur demandé. Et... action. Tout d'abord, la production. Un film, une série ou un documentaire naît d'abord d'une idée et d'une envie de raconter une histoire qui prend la forme d'un scénario écrit par un auteur. Alors, le scénario, c'est la base de tout. Pas de scénario, pas de film, pas de financement, pas de comédien, pas d'agent, pas d'assistant. Ok ? À l'aide de ses premiers écrits, l'auteur part à la recherche d'un producteur qui va l'accompagner dans le développement et le financement de son projet. C'est ça le rôle de la production. Permettre à l'œuvre de se développer dans les meilleures conditions en lui apportant un soutien aussi bien financier qu'artistique. Le producteur n'est pas qu'un financier et n'investit pas nécessairement son argent personnel, on aura l'occasion d'y revenir. Le producteur accompagne donc l'auteur dans la rédaction de son scénario et finit par lui acheter ses droits patrimoniaux via un contrat de cession de droits d'auteur. Car oui, c'est aussi ça être producteur, gérer les contrats et effectuer des négociations. Le nerf de la guerre. Le producteur devient le garant de la bonne fin du projet en l'accompagnant tout au long de son parcours, du scénario à la projection. En France, on compte environ 150 sociétés de production en activité pour une production de plus de 200 films par an. 2 sociétés sur 3 ne produisent qu'un film par an, tandis que certaines jouent un rôle plus important, comme Gaumont. On distingue alors les grands groupes des indépendants. Maintenant, nous allons parler de la réalisation. Une fois le scénario prêt, les financements nécessaires trouvés et la préparation achevée, c'est le temps de la réalisation et surtout du tournage. Réalisateur, chef opérateur, décorateur, technicien, régisseur, maquilleur, costumier, mais surtout acteur, le tournage est un moment absolument charnière dans la vie du projet. Il mobilise toute une palette de métiers et est réglé comme du papier à musique. Moteur ! Attendez, Pardon ! La plupart des personnes mobilisées lors des tournages sont sous le statut dit d'intermittent. Ils voyagent de projet en projet et sont rémunérés selon ce que l'on nomme la convention collective, qui contient les règles de droit du travail, le temps de travail, les congés, etc. Pour obtenir le statut d'intermittent, il faut être capable de justifier de 507 heures de travail sur une année. À noter qu'il est difficile de parler d'un temps moyen de tournage car cela dépend énormément des projets. En revanche, il est coutume de dire qu'un jour de tournage permet d'avoir 2 à 3 minutes de film. Une fois le tournage terminé, le film entre en post-production. Montage image, montage son et étalonnage jusqu'à obtenir la version finale du film, appelée copie zéro. Après cela, le domaine de la distribution entre en jeu. Comme le souligne Laurent Créton dans Économie du cinéma, le distributeur a pour fonction primordiale de mettre en valeur les films dont il a la charge. En effet, après avoir négocié ses droits sur l'œuvre auprès du producteur, le distributeur s'occupe de la promotion. Le distributeur cherche à optimiser sa sortie et son exposition en salle. C'est notamment lui qui détermine la date de sortie des films. On recense aujourd'hui plus de 350 sociétés de distribution en France.
Néanmoins, les plus grosses sociétés occupent une majorité du marché. Certaines sociétés sont des filiales de sociétés de production ou de chaînes de télévision. Ainsi, les distributeurs indépendants disposent de seulement 20% du marché. Enfin, nous allons parler du dernier domaine qui entre en jeu dans le long parcours d'un film, l'exploitation. Nous parlions du fait que la salle de cinéma donne sa valeur à un film. Eh bien, l'exploitation correspond précisément à ce moment. L'exploitation exploite les œuvres en permettant aux spectateurs de venir visionner les films en salle de cinéma. Il comptabilise le nombre d'entrées d'un film, permettant de calculer son succès commercial. C'est donc un domaine très important pour le film car il lui permet d'obtenir ses recettes qui seront ensuite partagées entre les différents domaines cités plus tôt. On nomme cela la remontée des recettes. Avec l'explosion du streaming et la crise du Covid-19, le secteur a pu être menacé, mais on constate tout de même une hausse de fréquentation de salles en 2023. Après son exploitation en salle, la vie du film continue en télévision ou sur les plateformes de streaming. Cette diffusion est organisée par la chronologie des médias. Elle détermine l'ordre et les délais dans lesquels les divers canaux d'exploitation peuvent intervenir. Cette réglementation a essentiellement pour but de protéger et de sauvegarder les exploitants de salles de cinéma. La chronologie des médias a été revue en février 2022 et prévoit l'ordre suivant. Premièrement, la salle, puis la VOD, en troisième, Canal+ et OCS, en quatrième, Netflix, Disney+ et Amazon Prime, en cinquième, les chaînes de télévision comme M6, TF1, Arte ou France TV, puis enfin, Rakuten et Pluto. Cet ordre est déterminé après négociation, donnant la priorité aux exploitants qui investissent le plus dans le cinéma. Tout cela est bien entendu encadré par le CNC, Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Cet organisme public unique au monde a été créé en 1946 et dispose de différents rôles. Le premier, c'est l'encadrement administratif. Le CNC s'occupe des réglementations et de l'enregistrement des œuvres. C'est notamment lui qui délivre le visa d'exploitation qui permet à un film d'être diffusé en salle. Le deuxième rôle, c'est l'encadrement financier. Le CNC gère le compte de soutien de l'État, qui est redistribué via les aides et subventions dans les différents domaines. De plus, le CNC subventionne également la Cinémathèque française. Troisième et dernier grand rôle pour le CNC, c'est celui de la mission culturelle. En effet, le CNC soutient les festivals et les manifestations autour du cinéma. Il cherche aussi à soutenir les formations ainsi que l'accès aux œuvres, via des dispositifs comme celui de lycéens au cinéma par exemple. Il est également chargé d'assurer la protection et la diffusion du patrimoine cinématographique. Le CNC est placé sous l'autorité du ministère de la Culture, mais dispose d'une autonomie financière. Et voilà pour ce rapide petit tour d'horizon du système cinématographique. Maintenant, nous allons nous focus sur la coproduction avec Tom. Parlons à présent de l'activité de coproduction. On parle de coproduction quand plusieurs sociétés de production coopèrent pour mener à bien la création d'une œuvre en rassemblant leurs forces. Il s'agit d'une coopération menée tout le long de la réalisation du film ou de la série et qui engage chacun des collaborateurs à soutenir selon des critères prédéfinis à l'avance la bonne conduite de l'œuvre. Les cas de coproduction prennent différentes formes. Les raisons d'une coproduction entre deux producteurs ou plus sont nombreuses et varient en fonction des critères de l'œuvre ou des raisons financières ou artistiques. Produire une œuvre permet de baisser les coûts de production de cette dernière. Le film coûte moins cher et on peut grossir le budget et permettre de mettre plus d'argent sur la table. Ce qui permet de réaliser le film dans de meilleures conditions pour les équipes et de multiplier les recettes du film ou d'en augmenter les bénéfices récoltables. D'un point de vue financier, la chose est simple. Faire un film, ça coûte cher. Actuellement, la moyenne du budget pour produire un film en France est de 10 000 à 100 000 euros pour le court-métrage et 4 millions pour le long-métrage. Une mini-série comme Sambre, sortie récemment, représente 8 millions d'euros de budget. Les producteurs et productrices étant à l'immense majorité bien loin du cliché à gros cigares et à liasses de billets du cinéma américain des années 50, quand on n'a pas assez d'argent, on en demande. On en demande à l'État à travers des subventions ou des aides publiques, à des investisseurs privés, des chaînes de télévision ou des collaborateurs.
Une coproduction permet à un producteur délégué, c'est-à-dire le dépositaire de l'idée du film et qui en porte la responsabilité et qui en a la propriété intellectuelle, de s'associer à un producteur exécutif, c'est-à-dire une entreprise de production qui offre ses services pour réaliser le film dans les meilleures conditions, en échange d'une part des recettes du film. De nombreuses chaînes de télévision se placent aussi en coproducteurs sur certains projets, comme Canal+, ou Arte. À la différence d'un achat classique, coproduire une série permet aux chaînes de télévision d'avoir la main mise sur le projet et de pouvoir l'associer à leur catalogue. Pour définir et être au clair sur les actions, droits et devoirs de chacun des coproducteurs est donc mis en place un contrat. Un contrat de coproduction qui stipule tout un tas d'obligations pour chacun afin que tous servent la création du projet et se mettent d'accord sur tout un tas de points juridiques et administratifs et soient satisfaits du résultat. C'est contractuel. France 2 cofinance le film. Oh, putain. Ah, vous faites chier, Mathias. Je sais, oui. Mais la décision d'une coproduction n'est pas qu'une affaire de monnaie. C'est aussi une question d'artisanat, si je puis dire. La décision d'une coproduction est aussi motivée par un partage d'intérêts et de foi envers le projet, et les ambitions artistiques sont un argument de poids pour motiver ou pas une coopération. Un producteur peut en démarcher un autre pour ses compétences et ses savoir-faire spécifiques. Une jeune entreprise qui s'associe à une plus aguerrie, avec un réseau plus large, ou un studio d'animation qui s'associe à un autre, plus à l'aise sur une technique spécifique. Une coproduction peut prendre place dans un seul et même pays ou avoir une ampleur internationale. Les coproductions internationales, par opposition aux films 100% nationaux, représentent environ 20% des films produits. Elles sont plus fréquentes en fiction qu'en documentaire. En Europe, en 2019, les principaux pays producteurs de films 100% nationaux et en coproduction majoritaire étaient l'Espagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et l'Allemagne. La France est l'un des pays qui participe le plus à des coproductions internationales, avec pas moins de 143 films coproduits aux côtés de 45 pays différents au cours de l'année 2021. Une coproduction internationale se distingue d'une coproduction interne par des contraintes supplémentaires, la barrière de la langue, la distance ou la différence de culture, mais se base aussi sur les mêmes principes et les mêmes besoins. Coproduire avec une boîte de production d'un autre pays, c'est multiplier les sources de financement entre le pays d'une boîte de production et le pays d'une autre. Les coproductions qui concernent la France sont réglementées par des accords. Une liste d'accords de coproduction internationale est d'ailleurs disponible sur le site du CNC et qui cadre chaque relation entre la France et les divers pays étrangers. Comme leur nom l'indique, ils encadrent les réglementations en vigueur lorsqu'un producteur français s'associe à un producteur étranger. Il y a un accord pour quasiment tous les pays et ils permettent de faciliter et de structurer la coproduction entre la France et par exemple l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne ou la Suède. En plus de ça, plusieurs systèmes d'aide permettent de financer des projets qui sont liés à des coproductions internationales. Si ces coproductions répondent à des critères sur les pays d'origine des entreprises de coproduction, elles peuvent obtenir différentes subventions et aides. Parmi les différentes aides proposées par le CNC afin de soutenir la coproduction internationale, nous pouvons retrouver celle au Cinéma du Monde. Cette aide au Cinéma du Monde, fondée en 2012 et rénovée en 2021, est une aide sélective accordée à une société de production établie en France dans le cadre d'une coproduction avec une entreprise basée à l'étranger. Elle est réservée aux projets de long métrage de fiction, d'animation ou de documentaire pour une première exploitation en salle. Elle peut être accordée soit avant ou après réalisation. Les montants accordés sont plafonnés à 250 000 pour une aide avant réalisation. Parmi les œuvres ayant bénéficié de cette aide, on retrouve La Chimère, une coproduction italienne, La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov ou Les rois du monde de Laura Mora. Afin de promouvoir les coproductions internationales européennes, il existe 2 programmes de soutien européens, Eurimage et Média. Eurimage est un fonds culturel mis en place par le Conseil de l'Europe et opérationnel depuis 1989. Il s'agit d'un fonds qui a pour but d'aider les coproductions de longs métrages de tout type, animation, documentaire, fiction. Il s'agit d'un fonds culturel qui a pour but d'aider les coproductions de longs métrages de tout type, animation, documentaire ou fiction, entre différents producteurs de pays membres d'Eurimage.
Lors d'une coproduction entre deux entités, le coproducteur majoritaire ne peut pas excéder 80% de participation. S'il y a plus de 2 coproducteurs, le coproducteur majoritaire ne peut pas, dans cette situation, dépasser 70% de participation s'il postule à une aide d'eurimage. Il est toutefois accepté qu'il y ait des coproducteurs extérieurs à ce fonds culturel spécifique, mais il doit être minoritaire et avec un maximum de 30% d'apport financier. Le montant maximum du soutien est de 500 000 € pour une œuvre de fiction. Il apporte également son soutien au festival. Grâce aux différentes aides distribuées, Eurimage vise à aider la coopération entre États membres et la coproduction cinématographique européenne de longs métrages via 3 axes: le soutien à la coproduction cinématographique, la promotion des œuvres ainsi que l'exploitation de celles-ci. Parmi les œuvres qui ont pu être soutenues par le programme Eurimage, on retrouve Annette de Léos Carax, Vers un avenir radieux de Nanni Moretti, J'ai tout fait pour produire ce film. C'est le projet le plus important de ma vie. Voglio lasciare Giovanni, ma non ne sono capace, non ci riesco. Parliamo di tutto, di politica, di... Ernest et Célestine, Comment tu t'appelles? Ernest. Moi, c'est Célestine. Nous ne prendrons aucun repos tant que nous n'aurons pas retrouvé Ernest et Célestine. Ne t'en fais pas, nous ne les trouverons jamais. La Tortue Rouge, La Bête de Bertrand Bonello, Votre projet personnel? Travailler. Vous avez beaucoup trop d'affects. Faut choisir entre le travail et les affects. Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles. J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver. ou Vincent doit mourir. J'étais à mon poste de travail et on m'a agacé. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi. Vous êtes senti en colère ces derniers temps? MEDIA est quant à lui l'acronyme pour Mesures pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle. Ce sigle désigne un programme européen mis en place par l'Union européenne afin d'encourager le développement du secteur audiovisuel européen. Le programme a connu plusieurs phases depuis sa création et a évolué au fil des présidences et des directions. Refondé en 2021, il est englobé au sein du programme intitulé Europe créative, approuvé par le Parlement en 2013. Aujourd'hui, le programme européen de l'UE est Europe créative, qui pour la période de 2021 à 2027 se subdivise en 3 volets, culture, médias et transsectionnel. Celui qui nous intéresse est donc le volet médias, puisqu'il s'occupe de tous les secteurs cinéma et audiovisuel. Au sein du volet médias s'organisent différents appels, aides et événements financés par les fonds mobilisés par le programme européen. Il est actif pour tous les États membres de l'Union, ainsi que d'autres pays hors UE comme la Suisse. Il est structuré en 4 pôles, public, entreprise, contenu et politique et sensibilisation. Chacun joue un rôle spécifique et s'attribue des missions diverses dans le but de développer l'industrie audiovisuelle et cinématographique en Europe. Et cela passe notamment par des coproductions entre les différents pays membres. Parmi les œuvres qui ont pu bénéficier des aides du programme Média, on retrouve des films de fiction comme La Passion de Dodon Bouffant ou La vie des autres, des documentaires comme Sur l'Adamant. Je prends un traitement très fort, que je désire pas, que je peux tenir un dialogue avec vous, Guillaume. Sinon je me prends pour Jésus, moi. C'est bloqué dans la tête, toujours les mêmes délires, les mêmes choses. Ou des séries comme la série Cendre. Il y a quelqu'un qui m'a attrapé par le cou. Ensuite, il m'a allongé sur le sol. Vous parlez avec un accent du Nord, un accent de chez nous. Vous voulez déposer plainte? Vous êtes sérieux, là?
Je pense qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres. On sait qu'il agit toujours sur la même route, le long de la Sambre. Média propose des aides diversifiées aussi bien pour la distribution que la production et encourage donc des coproductions européennes. En fin de compte, aux yeux d'un producteur dont l'objectif est de réunir suffisamment d'argent pour financer la création d'une œuvre, coproduire à l'international, c'est non seulement ajouter le porte-monnaie de chaque coproducteur sur la table, mais aussi les chèques supplémentaires des différentes aides qu'il peut obtenir pour valoriser ses coproductions. L'existence d'aides et de politiques culturelles telles que les soutiens européens présentés plus tôt lui permet de nourrir un terreau fertile de réseaux et de rencontres qui lui permettent de fournir un travail abouti, mis en commun avec différents producteurs à l'international. Maintenant, parlons du master. Si nous faisons ce podcast aujourd'hui, c'est aussi pour rendre un hommage à la formation de coproduction internationale qui disparaît cette année et que nous avons eu la chance de suivre. Cette formation est assez unique en France, de par sa dimension internationale. Elle a été créée en septembre 2014 par le producteur Philippe Avril et le professeur Christophe Damour sous la forme d'un Master 2 Pro. Elle a ensuite évolué en 2017 vers une offre de formation en 2 ans, élaborée toujours par Philippe Avril, mais cette fois avec l'aide du professeur Benjamin Thomas, qui est responsable des masters de la Faculté des Arts. Ainsi, cette formation permet d'acquérir les bases du métier de producteur. Notes de scénario, réalisation de dossiers de production, devis, recherche de financement, base entrepreneuriale, administration de production ou encore initiation à la distribution. Finalement, cette formation a accueilli au total pas moins d'une centaine d'étudiants qui travaillent aujourd'hui en tant qu'intermittents ou salariés dans différentes sociétés ou dans des institutions comme le CNC. Vous étiez intéressé par la formation ? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous proposer d'autres formations françaises qui permettent d'acquérir ces grandes bases de production. En ce qui concerne les cursus similaires, il est important de noter qu'il existe plein de formations différentes, dont des BTS, que nous avons volontairement laissés de côté pour nous concentrer sur les écoles et sur les formations en université. Tout d'abord, les écoles. La première dont nous aimerions vous parler, c'est l'école de la FEMIS. L'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, donc appelée communément la FEMIS, se trouve à Paris. Elle appartient directement au ministère de la Culture et est financée par le CNC. C'est également une école très réputée qui propose différentes spécialisations dans la production. Pour l'intégrer, vous passerez par le concours général. Les candidats doivent souvent avoir validé un Bac+2 et avoir moins de 27 ans. On ne peut présenter le concours que 3 fois. La FEMIS présente une admissibilité très faible, due à son concours relativement ardu, mais aussi de par le fait qu'il y a beaucoup de candidats pour peu de places. Ceci participe à la bonne réputation de cette école, dont le président n'est d'autre que le réalisateur d'OSS 117 ou de The Artist, Michel Hazanavicius. La deuxième école dont nous aimerions vous parler aujourd'hui, c'est l'École nationale supérieure d'audiovisuel, communément appelée ENSAV. L'ENSAV est une école interne à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Cet établissement veille à valoriser les projets des étudiants ainsi que les stages en entreprise. Vous pouvez l'intégrer dès la L3 ou le Master 1, qui est assez généraliste, pour ensuite vous spécialiser en Master 2 dans le domaine de la production. La promotion en Master se compose de 15 étudiants qui découvriront les aspects humains et économiques de la production. Pour l'intégrer, il faut faire un dossier de candidature puis passer les épreuves écrites et orales. Maintenant, nous aimerions mettre en avant les formations universitaires. Si les écoles vous font un petit peu peur, rassurez-vous, il existe plein de masters dispensés par des universités. Nous allons en évoquer 7 assez rapidement. Paris-Est propose une licence pro, technique et activité de l'image et du son, spécialisation dans la gestion de production, animation, cinéma et télévision. Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose un Master 2 pro, scénario, réalisation et production. Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 propose un Master cinéma et audiovisuel, parcours production audiovisuelle et éditorialisation. L'Université de Lorraine propose un master spécialisé dans la conception et la production de documentaires. Rennes 1 propose une licence pro, gestion de production audiovisuelle, multimédia et événementiel.
L'Université de Nice propose une licence pro, technique et communication, journalisme audiovisuel, production de magazines télévisés. Aix-Marseille Université propose un master de cinéma audiovisuel spécialisé en production et en réalisation. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter leur site internet et nous vous renvoyons au livre Le manuel de la production écrit par Julien Monestier aux éditions Ellipse, qui nous a bien aidés à relever toutes ces informations. Nous aimerions remercier l'ensemble de la faculté des arts du spectacle de l'Université de Strasbourg et notamment toute l'équipe pédagogique et les nombreux intervenants et intervenantes que nous avons eus au cours de ces 2 magnifiques années. Merci à eux pour leurs conseils et leur soutien. Nous aimerions aussi remercier tous nos camarades de promotion ainsi que les amis que nous avons pu rencontrer durant ces études. Merci à l'Arsène de partager ce podcast et d'exister tout simplement. Merci à tous ceux qui aiment le cinéma et qui veulent le faire vivre. Merci à vous de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons pour finir la meilleure des réussites.